En 2024, l'Aliyah, le retour en Israël qui incarne un rêve et un défi pour tant de juifs à travers le monde, connaît des évolutions marquantes, étroitement liées à l'actualité politique. Alors que l'Aliyah globale diminue, on l'a dit, notamment dans les pays de l'ex-URSS, la France, elle, affiche une hausse spectaculaire avec un bond de 76% de nouveaux immigrants. Beaucoup de dossiers d'Aliyah également qui ont été réalisés l'an passé. Un engouement qui est une forme de réponse finalement aux événements du 7 octobre 2023, au massacre du Hamas. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Yigal Palmor, directeur des affaires publiques de l'Agence juive, ancien porte-parole du ministère des Affaires étrangères en Israël. Bonjour Yigal. Merci beaucoup d'être avec nous, Yigal, ce matin. Vous pouvez aussi nous regarder d'ailleurs sur notre chaîne YouTube. Alors, depuis le 7 octobre 2023, Yigal, ce sont 35 000 personnes, 35 000 juifs qui ont choisi de faire leur Aliyah. Comment vous expliquez, malgré tout, cette baisse globale de l'Aliyah après les événements du 7 octobre ? D'abord, je crois que ceux qui veulent venir, ils s'affichent leur volonté, même si les temps sont difficiles en Israël. Quand on a la volonté de venir, on vient. Et c'est vrai que c'est un peu plus difficile, mais je crois que le phénomène dont on ne parle pas trop, c'est le poids de la Aliyah russe dans les comptes totaux de la Aliyah. Les chiffres sont peut-être impressionnants, mais le plus gros contingent, si j'ose dire, parmi les Olim, ce sont ceux qui viennent de Russie. Et là, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en Israël, et ça a tout à voir avec ce qui se passe en Russie. Nous avons constaté que il y a vraiment eu une ruée sur la Aliyah depuis le début de la guerre en Ukraine, la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc c'est un phénomène qui n'a rien à voir avec ce qui se passe en Israël. Et cette Aliyah russe a baissé d'environ 40% cette année. Donc là, cette baisse, elle peut s'expliquer par ce qui se passe en Israël. Il reste que le chiffre des Olim en provenance de Russie, un peu plus de 18 000, 19 000, même s'il a baissé de 40% par rapport à l'année dernière, reste quand même le chiffre le plus élevé et de loin dans les chiffres de la Aliyah en général. Donc, quand on parle de Aliyah, quand on veut calculer, faire le compte total, il faut parler d'abord et avant tout de ce qui se passe en Russie et de ce qui se passe chez les Juifs qui veulent venir de Russie en Israël. Et on va aussi parler de ce qui se passe en France. Eva, une réaction par rapport à ce que vient de dire Yigal. Yigal Palmor, que fuient les Juifs de Russie ? C'est une excellente question. Je crois que tout le monde sait ce qui se passe en Russie. Et je vais ajouter en fait que tous vos auditeurs ne connaissent peut-être pas. L'Agence juive, depuis 2 ans, est attaquée en justice en Russie par le gouvernement russe. Donc notre position est extrêmement délicate et je ne peux pas me permettre de tout dire, mais il suffit de lire le journal, de regarder la télé et d'essayer de se rendre compte de ce qui se passe en Russie pour comprendre pourquoi un si grand nombre de Juifs, et pas seulement des Juifs d'ailleurs, veulent quitter ce pays. Et donc ceux qui ont le droit de faire leur Aliyah en Israël, selon la loi du retour, ceux qui sont éligibles, comme nous disons chez nous, eh bien ils choisissent Israël. Et écoutez, si vous étiez un citoyen, une citoyenne russe, et que vous aviez le choix entre la Russie et Israël, qu'est-ce que vous choisiriez ? Je crois que le choix est assez évident. Mais alors, quelle est la situation des Juifs en Russie ? Est-ce qu'on a plus d'informations sur la manière dont ils vivent justement ces Juifs russes ? Eh bien, il faut dire que les autorités ne pourchassent pas les Juifs. Il n'y a pas la chasse aux Juifs. Ça, c'est quelque chose qu'il faut dire très clairement. En même temps, l'antisémitisme sur le terrain est très existant, même si on n'a pas d'observatoire de l'antisémitisme ou je ne sais pas, même l'ADL par exemple, qui donne les chiffres, qui fait des estimations d'antisémitisme dans le monde entier, n'a pas accès à des chiffres que l'on peut vérifier. Donc la situation est très contrôlée par les autorités. Mais c'est la situation générale en Russie, sur laquelle je ne m'attarderai pas parce que, comme je viens de vous dire, l'Agence juive est toujours, doit se justifier toujours devant la justice russe.
Donc la situation générale, pas seulement des Juifs, est extrêmement fragile avec la guerre qui continue, la guerre en Ukraine, et je crois que ceci explique cela. Alors, on parle aussi évidemment de l'ALIA française. Les demandes de dossiers d'ALIA en provenance de France ont augmenté de 342% en 2024. Et dans le concret, l'ALIA de France a augmenté de plus 76%. Quels sont les principaux facteurs qui motivent finalement en France à immigrer en Israël? Alors d'abord, je vous donne les chiffres de fin d'année, c'est une hausse de 100% Ah oui. de volume par rapport à l'année dernière. Oui, on est arrivé, on n'a pas les chiffres définitifs, mais on est environ à 2300 all-in, une hausse de 100% par rapport à l'année dernière. Écoutez, on ne fait pas de sondage parmi les all-in pour connaître leur motivation, mais on voit bien ce qui les pousse. D'abord, une volonté, une solidarité affichée avec Israël dans les heures difficiles que nous connaissons ici. Vous savez, à partir du 7 octobre, la situation ici, elle n'est pas aisée à vivre, n'est-ce pas? Vous comprenez très bien, il y a un danger, il y a toujours des missiles qui sont tirés sur le territoire israélien de temps en temps depuis Gaza, parfois depuis le Yémen. Il y a une situation qui n'est pas très facile, mais c'est une volonté de solidarité et de contribution à, je dirais, à la cohésion nationale qui fait le motif principal de cette alliance. Et une donnée importante à prendre en compte, c'est l'âge aussi des nouveaux immigrants. Ils ont entre 18 et 35 ans, hein, c'est ça, Igal? Oui, la plupart sont des jeunes, c'est-à-dire qu'il y a des all-in qui ont tous les âges, mais il y a un chiffre impressionnant de jeunes, donc des personnes qui savent très bien qu'en prenant la nationalité israélienne, ils sont soumis au service militaire obligatoire, que ce soit en tant que service général ou en tant que réserviste. Alors, comme je l'ai dit, c'est vraiment une manifestation de solidarité, de volonté de soutenir Israël et de contribuer à l'effort national. Alors on parle de l'ALIA, évidemment, c'est l'objectif de l'agence juive, aider les personnes à faire leur ALIA partout dans le monde. Mais l'objectif de l'agence juive, c'est aussi aider au renforcement de la sécurité des communautés juives à l'étranger. On vient de parler de la Russie, justement. Quel est votre regard justement sur les différents pays touchés par l'antisémitisme, et comment finalement l'agence juive équilibre-t-elle ses efforts avec ses initiatives à la fois aussi en Israël? Oui, l'agence juive a un fonds spécial destiné à renforcer la sécurité des institutions juives en installant ce qu'il faut dans ces institutions, des synagogues, des écoles, des institutions culturelles, etc. Et au cours de ces 2 dernières années, nous avons reçu un nombre record de requêtes pour installer donc des portes blindées, des fenêtres blindées, etc., etc., un peu partout dans le monde, beaucoup en France, beaucoup aussi en Russie, en Ukraine, beaucoup aux États-Unis. Dans le passé, nous n'avions reçu aucune demande de la part des États-Unis, et même les communautés, les fédérations juives aux États-Unis nous avaient plus ou moins interdit d'agir sur le sol de ce pays, puisqu'ils étaient les contributeurs majeurs à ce fonds. Ils nous disaient, vous savez, aux États-Unis, il n'y a aucun besoin d'intervenir. Or, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Et je crois que ça en dit long sur la situation que vivent des communautés partout dans le monde, puisque des institutions sont maintenant des cibles d'attaques antisémites. Je ne dois pas vous raconter ce qui se passe en France, vous le savez beaucoup mieux que moi. Mais ce n'est pas une situation exclusive à la France, ça se passe partout en ce moment. Et voilà, l'agence juive est là avec des contributions, des dons du monde entier, pas seulement des États-Unis en ce moment, des dons qui viennent du monde entier et aussi du gouvernement israélien. Alors parallèlement, il y a aussi ces chiffres, 83 000 Israéliens qui auraient quitté Israël en 2024, Igal. Quelles sont les raisons qui poussent principalement à ce départ, et est-ce que ça reflète peut-être un phénomène plus profond? Oui, je crois que ça reflète des phénomènes sociaux et politiques que nous avons vécus au cours de ces 2 dernières années. Ça reflète d'abord la difficulté de vivre dans un pays en temps de guerre.
il ne faut pas minimiser ces difficultés. Avec la mobilisation des réservistes, avec une situation de sécurité précaire, puisque, je vous rappelle, il y a eu des missiles qui ont été tirés sur la population israélienne depuis le nord, depuis le Liban par le Hezbollah, depuis le sud par le Hamas, parfois aussi depuis l'Iran, c'était une situation inédite, et depuis le Yémen. Bien, c'est évidemment extrêmement difficile de vivre ça. Ensuite, il y a malheureusement la polarisation politique qui n'arrange pas les choses. En temps de guerre, on aurait pu s'attendre à une situation plus, je dirais, plus calme, côté social, côté politique. Or, ce n'est pas le cas. Malheureusement, il y a toujours des frictions politiques extrêmement fortes. Et je crois que quand on fait le compte, eh bien, il y a des gens qui préfèrent soit délocaliser le temps que ça se calme ici, ou alors carrément faire les valises et partir ailleurs. Il y a toujours eu un mouvement migratoire dans les deux sens. Israël est un pays ouvert, libre, chacun peut choisir de partir ou de venir. Il n'y a pas de jugement. Et je crois que les difficultés objectives font que, effectivement, il y a un grand mouvement de délocalisation. Alors vous dites qu'il n'y a pas de jugement, mais malgré tout, on a l'impression quand même que c'est un sujet assez tabou en Israël, la Yérida. Comment les Israéliens interprètent ces départs ? Ça a toujours été un sujet un peu tabou. Quand je dis qu'il n'y a pas de jugement, je parle pour moi-même. La vérité, c'est qu'il y a beaucoup d'Israéliens qui ne se privent pas de juger négativement ceux qui partent. Ça fait partie un peu de la culture politique du pays. Nous n'allons pas en discuter aujourd'hui. Oui, effectivement, c'est mal vu en général. Il faut dire aussi que ceux qui partent, c'est pas forcément des gens qui vont rester à l'étranger pour toujours. C'est pas forcément des gens qui partent et prennent la nationalité d'un autre pays. C'est aussi, entre autres, bien des jeunes qui vont faire leurs études à l'étranger, des études supérieures. C'est aussi des professionnels qui vont faire un stage à l'étranger. C'est pas forcément des gens qui quittent, mais avec des chiffres qu'on n'avait pas vus depuis assez longtemps. Évidemment, ça pose question. Et écoutez, la situation que nous vivons n'est pas faite pour tout le monde. C'est assez difficile de vivre dans un pays en guerre dont l'avenir n'est pas très certain. On ne voit pas la fin du conflit militaire. Et eh bien, il y a des gens qui préfèrent vivre les prochaines années ailleurs. C'est tout. Voilà. Eh bien, difficile à prendre. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour ces éclaircissements ce matin, Igal Palmor. Merci d'avoir été avec nous, directeur des relations internationales à l'Agence juive. Je vous dis à très bientôt. Merci.